c'est vrai qu'on parlait de l'Europe, des États-Unis et même du Brésil. Et surtout ce pays-là, d'une façon ou de l'autre, il y a, même du point de vue financier, du muscle, de masco, que pour un pays qui est très important en Afrique, mais tout de même, pour la population qu'il y a, ne semble pas avoir le moyen de se défendre. Bon, on passe pour le dernier point. Donc la dernière partie, et cette dernière partie, elle se divise en deux aussi. D'une part, la table ronde, et là, nous avons Bob et Marc entre nous, mais aussi, et moi, en tenant compte de l'heure et qu'on a pris beaucoup plus de temps avec le Sentinelle, je propose de faire entre Bob et Marc un commentaire au total avec 10 minutes. Et après, on avance avec de questions de gens. Jean-Marc me dit que Bob n'est pas là. Bob? Je pense que Bob est parti, non? Je ne le vois oui, pas. Il n'est pas là, effectivement. Donc on va faire une table ronde avec Marc et Marc. La table ronde va pas être très ronde. Hein. Elle ne sera pas très ronde. Mais bon, mais de toute façon, Marc, Philippe disait tout à l'heure que la mondialisation a deux grosses axes. D'une part, la multiplication de flux, de l'autre part, la bureaucratie internationale. On a vu avec le Sentinelle que la bureaucratie internationale et aussi le flux régional au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, au niveau du Brésil, c'est-à-dire le flux entre de gros blocs, d'une certaine façon, aide à résoudre ce problème. On a eu aussi une question de Meret concernant une de la World Organization, donc une partie de cette bureaucratie internationale. Et on a eu aussi une question de Pierre concernant le secteur de l'énergie. Bon, je ne sais pas exactement pour tout où est-ce que tu veux commencer, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à commenter. Oui, on va essayer d'être très concis parce que le temps nous est un peu compté. D'abord, sur la question de Meret, je crois que c'est dommage que Philippe soit plus là parce que ça aurait été intéressant d'avoir son point de vue. Moi, mon point de vue, c'est je souscris et je suis assez d'accord avec le commentaire de Meret. Je trouve qu'un certain nombre d'organisations internationales, qui d'ailleurs sont cette bureaucratie multinationale dont on parle, ont quelquefois des rôles un peu contestables. Si on prend l'OMS, je rappelle quand même qu'au début de la crise, ils ont eu sur, par exemple, les masques, des commentaires tout à fait déplacés en disant que non seulement ça ne servait à rien, mais que ça pouvait mettre la vie en danger. Donc quand on voit où on en est aujourd'hui, on peut se poser des questions. Ils ont eu probablement aussi vis-à-vis de la Chine une position un peu laxiste pour tous ces deux listes au début. Donc moi, je suis assez critique vis-à-vis d'un certain nombre d'organisations internationales qui, alors je ne dis pas sont inutiles, mais devraient être profondément réformées et en tout cas beaucoup plus pertinentes dans leurs actions. Et je suis loin, très 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 loin d'accorder aucun crédit à Trump, mais sur ce point-là, je ne trouve pas que ce soit la plus mauvaise décision qu'il ait prise. Je sais s'il y en a des mauvaises, mais celle-là, ce n'est pas sur ça que je l'attaquerai. Donc, moi, je suis un peu sceptique sur ces bureaucraties multinationales qui sont quelquefois, on va être un peu méchant, tant pis si on est enregistré, mais des fromages pour un certain nombre de hauts fonctionnaires de pays divers qui trouvent statut et compensation financière. Moi, ça ne me choque pas qu'on quitte. Alors, si on quitte définitivement, c'est peut-être la forme, c'est-à-dire qu'il aurait fallu quitter en disant qu'on y reviendra si les réformes sont faites, si, etc.
mais sur le principe, je n'ai pas de problème. Sur l'ensemble du débat, je crois que c'était très intéressant. Moi, je voudrais vraiment, et sans aucune flatterie, remercier l'ensemble des exposants, parce qu'on a eu vraiment des snapshots, des présentations très, très concrètes et très détaillées en même temps, et très précises, qui nous donnent vraiment un état de la situation. Moi, je crois que deux choses, je voudrais ajouter. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, je dirais à court et moyen terme, sans aller sur des projections à trop long terme, c'est qu'on a, et on l'a dit plusieurs fois, mais je voudrais y revenir, on a débloqué les compteurs. On a débloqué les compteurs. Maintenant, on ne raisonne plus par milliards, mais par centaines de milliards. On trouve des 150, 200, 500, 750 milliards. Et je me demande comment on va pouvoir gérer tout ça avec la demande d'acteurs sociaux. Je veux dire, je me mets à la place d'un certain nombre de syndicats qui vont demander des augmentations. On va dire, c'est impossible, vous vous rendez compte, ça coûterait 1 milliard sur l'ensemble du pays. Il faut dire, écoutez, ne nous faites pas rire, 1 milliard, c'est rien du tout. Vous en avez trouvé 750, vous en avez trouvé 500 quand il le fallait. C'est-à-dire qu'on a débloqué les compteurs et que l'endettement est devenu tout à fait normal. Il fallait sans doute le faire. Je ne suis pas en train de dire que parce que la crise l'exigeait, mais en débloquant les compteurs, on s'est probablement créé des problèmes pour l'avenir. Alors, sur l'autre point, quand Philippe l'a montré la couverture de The Economist sur free money, moi je dirais que, et en étant peut-être un peu provoquant à ce niveau-là, heureusement qu'on a de l'argent pas cher. Parce que essayons d'imaginer le même problème avec un argent qui nous coûterait 7, 8, 9%, qui coûterait aux États, là, l'impact serait terrible. Donc, on a, j'allais dire la chance, enfin, si je peux me dire ainsi, et les financiers nous ont offert, en sensons-nous un petit peu, puisqu'on nous critique tellement souvent, nous offrent une matière première à des prix tout à fait concurrentiels, voire même quasiment nuls, voire même négatifs dans certains cas, qui vont permettre de régler un certain nombre de problèmes, non seulement les problèmes directs liés au Covid, mais les problèmes de transition énergétique, les problèmes d'un certain nombre d'investissements lourds. Donc je crois que l'argent facile, tant mieux, parce que si on avait l'argent difficile, eh bien, je crois qu'il y aurait des misères beaucoup plus grandes. Alors, c'est vrai qu'un jour ou l'autre, ça se paie. Le quantitative easing, comme on l'a appelé, qui existait avant Covid, on a quand même inondé le marché de liquidités. Alors, quand on nous dit qu'il n'y a pas d'inflation, ce n'est pas entièrement vrai. Il n'y a pas eu d'inflation au niveau des biens de consommation, mais il y a eu une inflation tout à fait significative au niveau d'un certain nombre d'autres marchés, comme le marché des actions. Quand vous voyez les multiples qu'on a eu dans certains pays qui étaient très élevés, on a eu des inflations au niveau des marchés immobiliers, real estate, etc. Donc, tout ça a fonctionné, mais oui, c'est vrai qu'un jour ou l'autre, il faudra d'une manière ou d'une autre rembourser cet argent, soit… Attention, là, est-ce un désaccord ou est-ce un problème technique? Il y a eu du bruit. Donc, ça ne me choque pas trop. Les politiques monétaires ont été finalement bienfaisantes. On en paiera sans doute le prix un jour parce qu'il faudra les rembourser. Mais dans l'état actuel, c'est plutôt favorable que d'avoir des ressources financières à bon marché. Je crois que c'est un point qui est important. Sur le reste, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je crois qu'un peu tout a été bien dit et dit mieux que je pourrais le faire. Je crois que maintenant, je crois que la rentrée dans 502 pays va être un peu difficile. Enfin, en tout cas, le pays que je pratique un peu, qui est la France, où quand on est en vacances, on oublie tout. Donc, pour l'instant, les gens sont en vacances, ils sont contents, etc. La rentrée risque d'être un peu plus difficile avec des taux de chômage un peu élevés. Mais pour revenir à l'argent facile, regardez, comparez un peu à ce que la crise de 29 a conduit comme misère et comme problème, alors que justement les politiques monétaires n'étaient pas accommodantes du tout. Donc le fait qu'on ait des politiques monétaires qui ont été accommodantes, le fait qu'on ait débloqué les crédits, le fait, et il faut le souligner, que la crise conduit quand même à des, et moi ça me satisfait beaucoup ça, des développements très positifs au niveau européen. C'est la première fois qu'on va quand même émettre des emprunts européens. On en a parlé beaucoup. Alors, le fait qu'il y ait une solidarité européenne au niveau de l'émission et surtout du remboursement, je trouve que c'est un progrès énorme. Alors, les gens disent ça a été une discussion de marchand de tapis, etc. Ça a été dur, mais on est quand même arrivé à un accord. Et moi, je trouve que c'est très significatif que l'ensemble des pays européens aient accepté de s'endetter assez lourdement sur les marchés.
avec ce phénomène de solidarité. Donc, sur les éléments financiers, je crois que peut-être que je suis un peu biaisé, je m'en excuse, mais je trouve que la finance a une contribution finalement relativement positive à tout ce qui s'est passé, à essayer d'aplanir un petit peu les difficultés. Ça ne veut pas dire que les difficultés ont disparu, mais avec des ressources financières relativement bon marché, quand ce n'est pas même gratuite quasiment, avec un certain nombre de phénomènes de solidarité financière au niveau européen, je crois que là, il y a eu quelques progrès. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou des éléments de désaccord avec moi, tant sur les... Je voulais faire un commentaire, mais je vois aussi que Farid, il a levé la main. Mais bon, moi, j'ai aussi de questions, mais je vais juste poser un commentaire concernant le OMS et les Nations Unies. Comme vous savez, le secrétaire général des Nations Unies, c'est un Portugais maintenant. Mmh. Et ce qu'on voit, c'est que les Nations Unies ont été pensées à la fin des années 40 du siècle dernier. Et la structure et la façon comment ça fonctionne aujourd'hui est exactement la même. Donc, elles sont complètement hors temps. Il faut absolument que les Nations Unies subissent une réforme profonde. Et le présent secrétaire général, il le dit tous les jours presque. Malheureusement, ces réformes-là, elles doivent être faites avec l'accord des pays membres. Et il y a une quantité énorme de pays membres qui ne veulent pas du tout changer le status quo. Et c'est vrai que les pays qui siègent d'une façon permanente dans le Conseil de sécurité, ils ont une responsabilité accrue. Donc, je pense que ce conseil permanent, il est complètement hors le temps aussi. Mais quand on critique la OMS, moi aussi je partage la critique de l'OMS, mais il faut voir que l'OMS, c'est quelque chose qui a été pensé il y a 70 années, qui fonctionne dans une logique qui est complètement bizarre. Et ça serait très difficile de faire mieux avec ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'est important, c'est effectivement de faire cette réforme des Nations Unies. C'est très important. Quelle est la crédibilité aujourd'hui de la plupart des organismes internationaux? Si on faisait un sondage dans l'opinion publique, quelle est la crédibilité de l'ONU quand on a vu tout ce qui s'est passé et la façon dont ils ont pratiquement pas agi, quand on voit la crédibilité d'un certain nombre d'autres organismes internationaux, on peut se poser des questions. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, Paolo. Ça a été conçu à une période et il faudrait évidemment changer. Donc, si aujourd'hui quelqu'un quitte l'ONU ou quitte l'OMS, c'est pas dramatique. Enfin, moi, je pense que c'est parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec la Société des Nations. Ouais. Et il ne faut pas répéter la même erreur. L'histoire se répète. Farid, je pense que c'est Farid Alexander ou Miriam, je ne sais pas qui. Paolo, firstly, to both your points about the United Nations, I do agree with both of you. The United Nations have a role to play and need to be reorganized. The biggest problem that I've seen in working with different groups within it is that they're more interested in keeping their own positions, keeping their own income levels and benefits to really affecting what they're trying to achieve or supposed to achieve being put there. The one big exception that I've seen, and the one which is more commercial in its approach and more focused on its objectives, is UNICEF. But the others, until now, I haven't been impressed with what I've seen on the ground, working and talking to them. Mm-hmm. With regard to the mutualization of the debt, I agree with Mark that it's a really good opportunity and that this has happened. But on the other hand, I think what a next step needs to happen is that the European countries also commit to remaining, and not every time when something goes against one of their will, start throwing a wobbly and saying, we're out, we're not going to do this anymore. And always use the blame game, but really try to work together and progress this. Because ultimately,
if each one of the European countries on its own counts for nothing globally. Together, Europe counts for something. Individually, it's just a backwater that, like China after the Opium Wars, it's you can forget about it. So if we don't pull together, we have no status in the world. Agree. I fully agree with the 2 points that you made, and the mutualization of debt should not lead to the fact that, as we say sometimes, the good students are going to be penalized by the fact that the bad students are not doing their work, if I can say it in a very brutal way. But it's a beginning, and I think personally, I am kind of optimistic on the future of Europe now. Europe has a card to play, given the weakness of the United States, given the fact the United States is looking inside, as we have said, and all that, given the problem that China is going to experience, and we know, I mean, in terms of economic and political development, I think Europe, the old Europe, as we say, has a place to and there's a role to play, and I hope that we are going to do it, because if not, we'll be really stupid if we play on our own. And I was very happy that France and Germany together were the engine of this agreement that we had last week. So I think it was a good sign. And I recognize the argument of the nation like Netherlands and Denmark and so on. I mean, sometimes a little bit of lack of trust. I mean, this is normal, it's a negotiation, but I think France and Germany played, in my mind, a very positive role in that, and I hope it's going to be successful in the future. I think the advantage Europe has now is that, and you know that I'm a very Anglophile and I've lived there a long time, but the Brexit is a great opportunity for Europe, because now you don't have three, which is very often a crowd in a meeting with two ganging against one. It doesn't work. Now you've got two which have to agree, which is France and Germany, and then bring everyone else on board and convince them that their approach and their objectives are correct. So I think it does streamline the process, and I think it makes Europe a more viable project. And then one day, when the UK wants to rejoin, they're always welcome. And the rest is already set and open and prepared. It's not open for negotiation anymore. But talking about that, you're right. I fully agree. But Britain didn't choose the right time to get out of Europe, if we can say something, because the difficulties in themselves of the Brexit, plus what's going to happen because of COVID-19, I think it's going to be a very high price that the UK would have to pay for that. One thing the UK is very nimble on the governance front. What I've seen from the UK is something that I already suggested in one of my notes earlier, that Europe should invest in its SMEs, invest in its companies. What has the UK done? It's given loans to the SMEs. And what it's also offering is, okay, if you can't repay the loan, we'll take equity stake in your company. And I think that is something that plays very much to the advantage of the UK, which Europe at this stage still can't match. It's not nimble, it's not light-footed, it doesn't react quickly. If I look at what the Foreign and Commonwealth Office is now doing to push investment, a foreign direct investment into the UK, I don't think if we had to rely on the European governments at the moment to push that, they would be up to speed to do it. They need to really advance on that and push more on being a bit closer to the economy and closer to what businesses need. I'd like to have the point of view of Meret, because Meret has a question, and j'aimerais bien savoir ce qu'elle pense de l'OMS et Pascal. Merci Marc. Déjà d'une, merci pour ta réponse par rapport à l'OMS. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis même très radicale. Juste pour votre information, j'ai travaillé à l'UNESCO. Donc, je connais un peu le système, mais je suis partie très vite pour les raisons que vous comprenez. Et aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se passe, et Farid, je regrette, même l'UNICEF, tu les prends toutes, elles sont à réformer complètement ou à... Voilà. Il y a vraiment trop de corruption, c'est devenu l'intérêt personnel. Ça reste quand même des institutions qui, depuis les années 40, ont brassé des milliards et des milliards et des milliards. Quand on voit le niveau d'éducation, d'avancement, c'est juste pas normal. C'est pas normal. Il y a un problème.
Et pour moi, l'OMS est une institution complètement corrompue parce que quand on voit les intérêts privés pharmaceutiques qui financent cette institution, il y a un problème de conflit d'intérêts. Bien sûr. Donc, ça ne va pas. Voilà, je suis peut-être très radicale, mais pour y je avoir été dedans, et on est enregistré, hein, c'est pas grave, j'en suis. Voilà, donc personnellement, il y a un vrai problème de toutes on est ces encore en institutions. démocratie, on est encore en démocratie, on a le droit d'exprimer. Encore, j'aime bien le encore, parce que voilà. Après, je voulais dire quelque chose de très positif sur ce que tu as dit, Marc, sur la dette et la solidarité. Renaud parlait des États frugaux. Le Luxembourg, techniquement, aurait pu ou devrait en faire partie, parce que ce n'est pas les 100 millions qu'ils vont recevoir qui va changer leur vie. Mais je trouve que le Luxembourg a fait vraiment preuve de solidarité, parce que pour la petite histoire, ils ont mis 10 milliards sur la table, et au mois d'avril, ils ont fait un emprunt obligataire de 2,5 milliards. Pour votre information, le Luxembourg a gardé récemment encore son triple A. Donc, au mois d'avril, en pleine crise de Covid, le Luxembourg emprunte 2,5 milliards sur les marchés en 24 heures. Ça a été sursouscrit et à taux négatif. C'est-à-dire que le Luxembourg emprunte et en plus, on lui donne de l'argent. Voilà. Donc, mais ceci dit, mais le principe, ils sont solidaires, ils sont très pro-Europe. Ils participent à l'effort des 750 milliards d'emprunts obligataires européens, blablabla, dont ils n'ont strictement rien à faire. Pour eux, 100 millions, c'est le tête qu'on est. Donc, je trouve qu'ils ont quand même ce côté européen très marqué et ils font tout à leur niveau et c'est dans leur intérêt. Hein, ça reste un petit pays très intéressant. Voilà. Donc, il y a vraiment ce côté solidaire. Ils auraient pu jouer le même jeu que le Danemark, l'Autriche et autres, mais ils jouent le jeu. Voilà. Même si, dans l'absolu, ils sont plutôt gestion saine des finances publiques, etc. Voilà. Tout à fait, merci. Marc, nous avons une question de Pascal. Voilà, tout la voix. Son point, c'est l'argent, il est facile pour les États, mais par contre, c'est difficile pour les sociétés, pour les PME, emprunter dans les banques. Tout à fait. Mais je crois qu'on reste toujours dans le problème. Oui, tout à fait. Il est facile pour l'État, il est facile pour les grandes entreprises. J'ai plus en tête le chiffre du montant des emprunts à taux négatif pour les États et les grandes entreprises, mais c'est assez impressionnant. C'est vrai qu'au niveau des PME, des petites et moyennes entreprises, ce n'est pas la même chose. Ce qu'on peut penser, c'est qu'en période de crise, l'État peut jouer le relais, c'est-à-dire qu'il est le relais de cet argent que lui peut émettre et souscrire d'obligations. Il peut en faire profiter le tissu industriel des petites et moyennes entreprises et les entreprises en essence, les startups. Donc, c'est à ce niveau-là que l'État peut jouer un rôle. Mais c'est vrai que il faut jamais oublier que l'économie et l'emploi, c'est avant tout, quelles que soient les économies dans lesquelles on travaille, que ce soit les États-Unis, l'Europe ou ailleurs, ce sont des PME. Hein, et c'est ça qui fait le tissu industriel et pas simplement des grandes entreprises. Donc, je suis d'accord, il faut absolument, et je crains dans certains pays, malheureusement, si on ne le fait pas, que l'on ait des taux de faillite importants dans les mois qui viennent. Il ne faut pas se cacher la réalité. Il va y avoir des difficultés, surtout si on a une deuxième vague, comme on nous le laisse entendre aujourd'hui. I just want to make a quick comment on that, because after having listened to all the comments, one thing that is clear is that it doesn't matter how the economy is working in a country. It could be the African countries, or it could be the most important power, the US. If we don't have a social economy to help people when they need it, it is not going to work. And that's the beauty of Europe. Europe has a much more socially imprinted values than many other parts of the world. The problem we have is exactly that. We have a strong bureaucracy that from the decision until it goes down to the level that it needs, it takes a long time. And then we could have problems like extremism or just going to other type of institutions where the help reaches the people much faster. So having institutions that are faster in their move or in the application of once that something has been decided to bring it to the market will certainly help Europe. But I think right now we are at an historic moment that Europe can lead the way of capitalism with conscience. I agree.
I agree. I agree. And that's what I was saying, that Europe has, in my mind, a role to play. I fully agree with you. And the change in the overall view of capitalism, you know, I mean, the old Anglo-Saxon capitalism is over. We know that. I mean, shareholder value is we are creating value. We should still create value, but the question is for whom and how we distribute this value. And I think this is the whole issue. This is very, very important. Marc, nous avons deux questions, une de Renaud et autre de Betty. Oui. N'est-ce pas? Mais Renaud, il n'a pas écrit la question. Ah non, je voulais la poser directement. Ah, d'accord. Vas-y, Renaud. Merci pour ton exposé. Justement, tu as bien insisté sur le phénomène de solidarité au niveau de l'emprunt. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Oui, merci. Moi, il y a un truc qui m'impressionne, c'est que finalement, en fait, j'ai l'impression que les entreprises, alors c'est le cas de la France, mais j'imagine que ça doit être la même chose dans d'autres pays. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont montrées du doigt en disant, en fait, ils donnent des dividendes à tout le monde, il y a de l'argent facile, etc. Et puis on voit qu'une crise comme le coronavirus, en quelques mois, ça a mis à plat toutes ces sociétés qui étaient censées avoir des matelas d'argent sous les pieds. Et je suis très surpris, en fait, parce que finalement, ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, Airbus, ils sont très mal, alors qu'on imaginait éventuellement qu'ils avaient des sommes incroyables de liquidités sous les ailes. Ce n'est pas du tout le cas, quoi. Et ce que je remarque, c'est que aussi, en fait, dans les entreprises, enfin, je sais pas, c'est ce que je ressens, c'est que il y a une parabole biblique qui dit on amasse quand on a des années de vaches grasses pour les années de vaches maigres, et on met ça dans des greniers. Et en fait, j'ai l'impression que les sociétés, elles sont à l'os, c'est-à-dire que il y a absolument aucune liquidité de disponible pour les cas durs. Et heureusement qu'il y a le système bancaire qui est derrière, parce que sinon, ou les États, sinon c'est mort, quoi. Oui, tout à fait. C'est intéressant ce que je dis. Je note un truc que je pensais. Oui. Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a eu aussi tout un discours un peu démagogique et allez, je vais être méchant et gauchisant, disant les entreprises sont pleines aux as, elles ont plein d'argent, etc. Et on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas, hein, tu l'as dit. Mais alors, ça peut dire, sur les dividendes, là, il y a eu tout un débat. Moi, je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Il ne faut pas dire l'entreprise ne doit plus payer de dividendes. Les shareholders, les actionnaires, sont des parties prenantes comme les autres et prennent des risques. Et donc, quand une entreprise reçoit des aides publiques, alors là, je suis tout à fait d'accord que elle doit s'abstenir de payer des dividendes, c'est vrai. Mais quand elle ne reçoit pas d'aide publique, et il y a eu des exemples d'entreprises, il n'y a pas de raison pour lesquelles elle ne déciderait pas de donner une partie aux actionnaires, comme elle donne une partie à d'autres parties prenantes. Donc là, je crois qu'il faut éviter des jugements de valeur un peu excessifs. Hein. Bien sûr. Autant je ne défendrai pas le shareholder value comme étant la seule fonction d'entreprise, autant il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse en disant le shareholder qui dégage, on n'a rien à faire, on n'a pas besoin de lui, etc. Non, il faut quand même. Ou alors on renonce au système capitaliste, mais il ne faut pas. Donc, moi, ce qui m'étonne, et c'est peut-être lié à ta question, et je ne sais pas si j'en avais un peu évoqué lorsqu'on avait parlé la dernière fois dans le dernier truc, c'est la façon dont les marchés financiers ont réagi. Les marchés financiers, quand on regarde, prenez les marchés américains. Aujourd'hui, on est au niveau quasiment de ce qu'on était au mois de janvier, un peu de choses près, avant le Covid. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'effondrement des marchés financiers, alors que les chiffres que vous avez donnés un peu partout, des pertes de PIB de 10%, des taux de chômage de 10, 15, 20%, et les marchés financiers globalement, un peu plus en Europe peut-être que ça se dit, n'ont pas chuté, n'ont pas alors qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il s'effondre, on parlait de bulles même à une certaine époque. Et quand on regarde aujourd'hui le Dow il était à 27 000, il était à 28 000 en janvier. Je veux dire, alors, quelle est l'explication? Est-ce qu'il y a eu des articles intéressants d'ailleurs? Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, contrairement à ce qu'on a toujours dit, les marchés financiers ne sont pas
short-term oriented, ne sont pas orientés à court terme, c'est-à-dire, mais ont une vision à beaucoup plus long terme et qu'ils voient peut-être dans la crise un moyen de déboucher sur une économie verte, sur des investissements, etc. Et donc, peut-être anticipent cela. Ou alors est-ce qu'il y a d'autres explications? Mais moi, c'est une des grandes questions que j'ai aujourd'hui, c'est de dire les marchés financiers, pourquoi ils ont réagi de manière aussi faible face à une économie réelle qui, elle, on le sait, vous l'avez rappelé dans tous vos exposés, a capoté très fort. Merci. Marc, nous avons une question de Betty Mesbah. Betty, oui. Ouais. Donc, c'est Ebtissam et c'est Betty, ici en Amérique du Nord, parce qu'on a un peu écorché mon prénom. Et donc, je voulais poser la question. En fait, j'ai trouvé intéressant la course qui s'est produite autour des masques et des tests au niveau mondial. Et tout d'un coup, la prise de conscience qu'il fallait justement s'assurer qu'il y avait des secteurs prioritaires qui devaient absolument être produits localement pour éviter de connaître les mêmes soucis. Et aussi, j'ai remarqué aussi un retour de l'État-providence. Et je trouve que cette crise a quand même bien mis à mal les principes libéraux, les principes du siècle dernier. Tout à fait. On le Et voit. Je voulais savoir ce que ça pensait. Ouais. Ah, tout à fait, tout à fait. Quand on voit la différence de situation, par exemple, dans certains pays d'Europe par rapport aux États-Unis, c'est très, très, très dur. Enfin, les gens, du jour au lendemain, se retrouvent au chômage, ils vont à la soupe populaire. Enfin, et donc sans aucune humanité, sans rien. Chez nous, il y a le chômage partiel, tout ça est aménagé. Je veux dire qu'il n'y a pas eu. Évidemment qu'il y a des gens qui ont souffert, il ne faut pas se cacher, mais il n'y a pas eu de souffrance. Et donc, ça remet complètement en cause une certaine forme de capitalisme libéral un peu inhumain et un peu complètement, comment dirais-je, trop concurrentiel. Alors, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse de dire il nous faut tomber dans un étatisme complet avec des manques de productivité, etc. Mais je crois qu'on a la chance. Enfin, moi, je le vois par un exemple très personnel. Enfin, mon fils, qui travaille aux États-Unis depuis 15 ans, 16 ans, a décidé en décembre dernier, donc sans aucun lien avec le Covid, c'est un pur hasard de carrière, de revenir en Europe, travailler en Europe. Et donc, il est en France, il vit à Marseille, alors qu'il est à New York, et chaque fois que je le vois, il me dit, mais je n'arrive pas à y croire, la différence de vie entre les États-Unis et la France, notamment au niveau social. Il a 4 enfants, donc il sait ce que c'est. Des dépenses sociales, des dépenses d'éducation, des dépenses ça. Il me dit, mais j'arrive pas à le croire, je vais chez le médecin, mais avant, ça coûtait, heureusement que j'avais des assurances, ça me coûtait une fortune. Aujourd'hui, là, ici, quand il me donne le prix, si vous n'êtes pas trompé, il ne manque pas un zéro. C'est vrai qu'il y a une différence, une couverture, et on a été habitué à ça, d'ailleurs un peu trop, parce que en France, on a une discussion sur faut-il payer les masques. C'est un grand débat, parce que l'État doit prendre en charge tout. Enfin, je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays, mais en France, l'État doit vraiment tout payer. Et maintenant, ça devient, avec la manne financière des emprunts, ça devient de pire en pire. Donc, il y a des pour les masques, il y a peut-être un bénéfice-risque à calculer, ou qu'est-ce que ça pourrait coûter de ne pas donner de masque. Oui, tout à fait. Ça peut être calculé. Oui, ou en tout cas, différencier sont les catégories sociales ou les catégories de revenus. Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent, mais la gratuité pour tout le monde, c'est aussi, je crois qu'il ne faut pas tomber dans un excès inverse. On a des niveaux de dépenses sociales qui sont un peu astronomiques de temps en temps. Bon, dans les temps difficiles, on apprécie. Dans les temps un peu plus faciles, ça coûte cher. Enfin, globalement, je crois quand même que c'est vrai qu'on a un système. La crise va renforcer l'État welfare, ça c'est certain. Le rôle de l'État. Philippe en parlait. Enfin, le rôle central de l'État est fondamental. Ceci étant dit, l'État a commis des erreurs comme partout. On parlait de l'OMS, mais en France, l'État a dit. Surtout, portez pas de masque au début. C'est parce qu'ils n'en avaient pas. Alors, il fallait. On avait suivi. Voilà, et après maintenant, il faut mettre des masques partout. Maintenant, donc, il y a des choses. C'est un peu gênant aussi parce que
il y a un manque de crédibilité de plus en plus, une perte de crédibilité en plus, de plus en plus des élites, entre guillemets. Alors Philippe, il a bien dit, finalement, les gouvernants, c'est des gens paumés comme tout le monde, hein, ils improvisent. Mais il y avait une certaine confiance dans un certain nombre de pays vis-à-vis de son élite qui disait, ils savent, etc. Là, ça n'existe absolument plus. On dit n'importe quoi. Ce que j'ai apprécié justement au Canada, et contrairement à ce qui se passe en France, c'est que j'ai remarqué une vraie humilité des dirigeants politiques. Ils se sont dit, on est incompétents. Et voilà les décideurs, c'est eux, c'est leur domaine. On est incompétents. Dites-nous ce qu'il faut faire, on fera. Ah, ça, c'est bien. Enfin, le jour où on aura de l'humilité en France, ça sera une vraie révolution. Il y a cette fameuse plaisanterie qu'on dit comment faire fortune rapidement, puisqu'on est à la fin pharmacie, comment faire fortune très rapidement. Eh bien, il faut acheter un Français à sa valeur de marché et le revendre à la valeur qu'il croit avoir. Et là, vous avez gagné énormément d'argent. Et c'est vrai que l'humilité manque de temps en temps. On dit le même des Argentins. Ah bon, tu vois, il n'y a pas que des Français alors. Ouais. Je vous remercie. Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. On est déjà aussi dans le temps. Oui. Et là, on commence. Ah, une dernière très rapide pour Marc. Je ne vais pas me lancer dans le débat des masques parce qu'on pourrait en discuter pendant 1 heure. Non, Marc, rapidement. Qu'est-ce que tu penses du fait de maintenir sous perfusion des entreprises qui ne sont pas performantes du tout et continuer à leur donner des aides étatiques? On parle de Renault, on parle de Airbus, etc. Il y en a plein d'autres en Europe. Est-ce qu'on ne devrait pas les laisser tomber une bonne fois pour toutes? Question très provocante et directe. Non, c'est une grande question. Deuxième question, tu as parlé du fait que les marchés boursiers, malgré tout, restaient à peu près, on va dire, à un niveau correct. Est-ce que ce n'est pas toutes ces aides étatiques, machin, etc., qui finalement financent plus les marchés boursiers, les investisseurs, plutôt que l'économie réelle? Et qu'on est en train de retarder une crise dont on parle depuis très longtemps et on ne fait que la maintenir un peu sous perfusion jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ressources et que l'argent gratuit, il y a un moment, ce sera fini. Il faudra bien sûr. Alors là, il y a deux choses dans ta question qui est très longue. Il faut qu'on fasse un nouveau débat. Sur les zombies, les entreprises zombies ou les entreprises en défaillance et qu'on maintient, en théorie, comme disait l'autre, un jour, il faudra que je décide d'habiter en théorie, parce qu'en théorie, tout est beau. Réel. En théorie, il ne faudrait pas, c'est vrai. Pourquoi soutenir une industrie qui est en perte, etc. On le fait pour des raisons essentiellement sociales, c'est-à-dire c'est le problème de l'emploi et sous la contrainte d'un certain nombre de forces syndicales, etc. Alors ce qu'il faudrait, c'est que, moi je l'accepte à la limite, parce que tu ne peux pas mettre à la rue les gens comme on le fait dans certaines économies, à condition qu'il y ait de quoi les reclasser. C'est ça le problème. Mais tu peux le prévoir. Ah oui, mais ça à prévoir, il faudrait que le gouvernement... non, il faudrait qu'on ait en effet des industries nouvelles. Bien sûr. Et alors, la reconversion, ce n'est pas forcément aussi facile qu'on le pense, parce que tu peux avoir une expertise dans un secteur traditionnel. Tu as des secteurs nouveaux aujourd'hui qui nécessitent des expertises complètement différentes. Donc, tu ne veux pas comme ça recaser les gens. Donc, il y a tout un problème de formation. Mais c'est vrai que soutenir des entreprises dont on sait qu'elles ont un avenir très limité, c'est économiquement difficilement acceptable. Socialement, ça l'est. Mais il faudrait très rapidement que ça soit remplacé par des industries nouvelles qui puissent absorber. C'est des politiques de long terme qui n'ont jamais été mises en place. C'est sur le long terme que tu prévois ça. Tout à fait. Ou que l'on mette, alors je ne suis pas favorable à ça, mais il faudrait y réfléchir aussi. Je crois que Philippe a évoqué un problème très important, c'est le problème du travail. C'est est-ce qu'à l'avenir, avec la mécanisation, avec la rationalisation, etc., il y aura du travail pour tout le monde. Et donc, c'est toutes les théories qui conduisent aujourd'hui un certain nombre d'économistes et de politiciens à proposer un revenu universel. Réduction de la durée. Réduction de la durée du travail aussi. Réduction de la durée du travail et un revenu universel. Parce que est-ce qu'on va pouvoir employer tout le monde, etc. Donc alors ça pose des problèmes très difficiles de coût, bien sûr, mais aussi de justice sociale, etc. Mais le coût est toujours porté par les mêmes. C'est toujours les contribuables qui payent in fine. Donc, bien sûr. Mais arrête. Pardon. Tant que les mandats seront en cours, tu n'auras pas de politique à long terme. Je te l'assure. C'est ça qui est ça sera le cas.
Et tout le problème aussi, c'est est-ce qu'on achète la paix sociale aussi en faisant ça, Meret, hein, si vous voulez voir ça. Donc, est-ce qu'on préfère une paix sociale qui nous coûte de l'argent, mais qui a au moins l'avantage de minimiser l'insécurité et les problèmes sociaux, ou est-ce qu'on préfère devoir mettre des gardiens dans sa maison, sortir avec des gardes du corps, parce qu'il y aura des tas de gens qui sont prêts à te trucider pour te prendre tes avoirs, etc. C'est une question sociale très difficile. Est-ce qu'on maintient, et c'est tout le débat du revenu universel, hein. Il y a eu des théories économiques absolument affolantes dans ça, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, on parlait de l'hélicoptère monnaie, c'est-à-dire qu'on disait finalement, on va prendre un hélicoptère bourré de billets de banque, on va survoler des endroits, puis on va acheter des billets de banque pour que les gens aient du pouvoir d'achat pour faire marcher l'économie, même s'ils ne travaillent pas. C'est un peu extrême, mais il y a eu des grands noms qui ont soutenu ce genre de choses, ce genre de théorie. J'ai modestement pas la réponse à ta question, Meret. Économiquement, tu as raison. Socialement, c'est difficile. Il faut assurer les transitions et permettre à l'économie de se transformer et d'aller vers des industries nouvelles, des industries concurrentielles, des nouveaux produits, des nouvelles technologies, etc. Et ça prend un certain temps. Mais un temps sur lequel, pendant ce temps, on ne réfléchit pas. Et en fait, on fait que reporter un problème qui va à un moment ou à un autre exploser. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils ne prennent pas le temps de réfléchir. Mais je crois que la crise dans certains pays va faire qu'on va se reposer des questions. Là, il y a un phénomène intéressant. Alors, la France, je m'excuse, mais dans d'autres pays, en France, on est en train de reparler aujourd'hui de remettre en place ce qu'on appelait le plan, la planification. On avait le plan, moi, quand j'étais jeune, il y avait le 5e plan, etc. C'était un plan qui donnait les grandes directions, les grands investissements, pas dans les 2-3 ans, mais dans les 10, 15, 20 ans. C'est la planification française qui a permis de développer le TGV, qui a permis de développer Airbus, dont on a parlé, qui a permis de développer un certain nombre de l'énergie atomique, etc., enfin les atomiques. Et on se pose la question justement de ça pour pouvoir prévoir les entreprises qui seront les employeurs de demain, quand justement ces entreprises en difficulté, l'aéronautique ou autres, auront des difficultés. Mais ça, c'est un problème qui dépasse le Covid, parce que l'aéronautique commençait déjà à avoir des problèmes. Hein. L'Airbus 380, je ne crois pas que j'avais fait le cas avec Vue. Moi, j'ai un cas qui sur l'Airbus 380. Je pense qu'on a arrêté. C'était décidé avant le Covid. Hein. Oui. Et Marc, là, cette transformation de l'industrie envers une société plus prête au changement climatique, ça et tout ça, tout ce que vous venez de discuter, ça peut être un excellent thème pour notre prochain événement en octobre, parce qu'il y a 2 heures, il y a beaucoup de choses à discuter là-dessus aussi. Nous sommes déjà à la limite du temps et notre président veut faire la clôture de l'événement. Pour ceux qui sont encore là, je voulais vous remercier. C'est fantastique de vous revoir tous avec la même motivation et de voir combien vous nous avez présenté les situations dans vos différentes zones avec beaucoup de talent. Je le dis sans aucune flatterie. C'est vraiment très chouette. Moi, je suis resté jusqu'au bout parce que j'étais passionné, intéressé. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça et je vous remercie infiniment. Et vive le MBA sur